À l'aube, Sophia n'était qu'un élément du décor, une ombre silencieuse dans un uniforme à mi-donné, censé servir du vin plutôt que verser du sang. Ne voyant que son tablier en dentelle et ses yeux baissés, ses proches la croyaient fragile, sans remarquer les callosités sur son index, cachées sous des gants de coton blanc. Mais lorsque l'embuscade a déchiré le sommet de paix dans les ruines de l'ancien vignoble sicilien, et que les hommes les plus redoutés de Rome ont été laissés pour morts dans la poussière, la servante n'a pas crié. Au lieu de cela, elle a ramassé le fusil de sniper d'un garde tombé au combat et a prouvé que la distance entre la servitude et la souveraineté n'est souvent qu'une question de survie. La chaleur qui se dégageait des pierres blanchies par le soleil était suffocante, scintillant en vagues qui brouillaient l'horizon. L'air était chargé d'eau de Cologne coûteuse, de fumée de cigares et de l'odeur métallique aiguë de la violence à venir. Damasimo Duca se tenait au centre de l'ancienne cour, flanqué d'hommes vêtus de costumes à 1 000 € dont les étuis d'épaules bombés trahissaient le mensonge de cette négociation pacifique. En face d'eux, la famille Vesper attendait dans un silence prédateur, les doigts tambourinant sur les poignées recouvertes de cuir. Et derrière eux, à peine visible contre une colonne de marbre en ruine, Sophia Rossi tenait un plateau en argent avec des tasses à espresso, les mains qui ne tremblaient pas. Non pas par peur, mais à cause de l'effort qu'il fallait pour les maintenir immobiles. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous aimez ce genre d'histoire. Les ruines avaient été choisies pour leur symbolisme. Un terrain neutre où des empires s'étaient élevés et effondrés bien avant que les Conostra ne gravent leur nom dans les eaux de la Sicile. Des arches en ruine encadraient le ciel sans nuages, et du romarin sauvage poussait à travers les fissures du sol en marbre où marchaient autrefois les sénateurs romains. Aujourd'hui, il accueillait un autre type de Sénat, où les votes étaient comptés en balles et où les lois étaient écrites avec du sang. Sophia se déplaçait parmi l'assemblée comme un fantôme, le plateau d'argent parfaitement équilibré dans ses mains gantées. Elle avait appris depuis longtemps que l'invisibilité était un talent et que la servitude était son déguisement le plus efficace. Les hommes ne la voyaient pas remplir leur verre ou ajuster la petite table de rafraîchissement sous une arche de pierre précaire. Ils voyaient des meubles, du papier peint, la toile de fond inévitable de leur théâtre du pouvoir. Massimo se tenait dos à une partie de l'ancienne colonnade, son costume sur mesure immaculé malgré la poussière qui recouvrait tout le reste. Il dégageait une assurance qui venait du fait qu'il n'avait jamais perdu. Ses gestes étaient amples et dédaigneux, tandis qu'il négociait les limites du territoire avec les Vesperdon autour de lui. Ses gardes du corps maintenaient leur position avec la discipline rigide d'hommes qui savaient que la vie de leur patron dépendait de leurs compétences. 6 des meilleurs tueurs de Rome, chacun portant suffisamment d'armes pour déclencher une petite guerre. De l'autre côté de la cour, la famille Vesper reflétait cette formation. À leur tête, un homme squelettique nommé Kerman, dont le sourire n'atteignait jamais les yeux, acquiesçait aux conditions de Massimo avec une patience qui semblait répétée. Derrière lui, ces hommes se balançaient d'un pied sur l'autre, les mains glissant vers les poches de leur veste avant de se rattraper. Sophia le remarqua. Elle remarquait toujours tout. Elle versa du vin à l'un des capitaines de Massimo, un homme au cou de taureau nommé Tony, qui ne remarqua pas sa présence, même lorsqu'elle se pencha par-dessus son épaule. De cet angle, elle pouvait voir le locataire de Vesper à l'autre bout de la pièce, qui regardait sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Sa mâchoire était crispée, ses muscles tendus. Le plus jeune, à peine âgé de 20 ans, avec des cicatrices d'acné sur le cou, n'arrêtait pas de se lécher les lèvres et de jeter des coups d'œil vers la crête ouest. Les amateurs reconnaissent ce genre d'énergie nerveuse qui précède la violence. Sophia se retira à sa place près de la table des rafraîchissements, le visage impassible et attentif. Aucun des hommes ne la regardait. Marimo était en train de raconter une histoire à propos d'un conteneur rempli de sacs à main de contrefaçon, sa voix portant à travers les ruines avec l'autorité désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais été interrompu de sa vie. Son auditoire rit à chaque phrase, et même Carmine Vasperi esquissa un sourire. Mais Sophia n'écoutait pas les mots, car elle observait la pièce comme elle avait été formée à observer les champs de bataille, à la recherche des ruptures de schéma, des incohérences, du moment précédant le chaos. Le soleil avait baissé, projetant de longues ombres sur les pierres anciennes. Une brise chaude transportait l'odeur de la sauge méditerranéenne et d'autres choses
quelque chose de chimique et de déplacé. Le regard de Sophia passa au-delà des hommes rassemblés vers les collines qui entouraient les ruines sur trois côtés. Brunes et dorées, parsemées de broussailles, elles offraient une élévation naturelle à quiconque comprenait la géométrie de l'embuscade. C'est alors qu'elle le vit, un reflet de lumière provenant de la crête nord, juste en dessous de la cime des arbres. À peine un éclair, mais indéniable pour quiconque avait déjà regardé à travers une lunette. Elle se figea, la bouteille de vin soudainement lourde dans sa main. Son regard balaya le flanc de la colline, répertoriant les positions. Un autre éclair sur la crête est, puis un troisième plus proche à environ 200 mètres. Des positions de tir croisées, des champs de tir qui se chevauchaient. Les ruines formaient une zone mortelle. Son cœur ne s'emballa pas. Cet instinct avait été éradiqué de son esprit depuis des années, mais son cerveau se mit à calculer les angles, les positions de couverture, les voies de fuite. La colonne de marbre à sa gauche arrêterait les balles de fusil. L'arche effondrée offrait une cachette, mais pas de protection. La seule sortie de la cour était un passage étroit qui débouchait directement sur la ligne de tir est. Elle regarda Massimo, qui serrait maintenant la main de Carmine. L'accord était apparemment conclu. Ses gardes du corps s'étaient légèrement détendus, les épaules baissées, les doigts éloignés de leurs armes. Ils n'avaient pas vu ce qu'elle avait vu. Ils étaient trop occupés à surveiller les hommes devant eux pour remarquer ceux qui se trouvaient sur les collines. Sophia ouvrit la bouche, puis la referma. Une femme de chambre qui interrompait une réunion mafieuse au petit matin serait au mieux renvoyée, au pire frappée. Sa parole n'avait aucune valeur ici. Elle faisait partie du mobilier, et le mobilier ne parlait pas. Elle posa donc la bouteille de vin avec une précision minutieuse, se positionna à côté de l'abri le plus solide de la cour et attendit que le monde s'embrase. Le premier coup de feu retentit sans préambule, une détonation qui fendit le silence de l'après-midi comme un coup de fouet sur la pierre. Le chef de la sécurité de Massimo, un vétéran nommé Costa qui avait survécu à 3 guerres familiales, s'effondra au milieu d'une phrase, la gorge transpercée. Il s'écroula sur le sol en marbre, dans une gerbe de sang, le visage figé dans une expression de surprise permanente. Puis, pendant un instant cristallin, le monde s'arrêta. Les hommes fixèrent le corps de Costa comme s'ils attendaient une explication, leur esprit incapable de concilier la violence avec le contexte des négociations conclues. Puis les collines s'ouvrirent et les ruines antiques se transformèrent en un abattoir. Des coups de feu éclatèrent simultanément dans 3 directions, le rythme saccadé des armes automatiques se superposant en un rugissement continu. Les agents de sécurité de Massimo se dispersèrent, cherchant à atteindre des armes qu'ils n'auraient jamais le temps de dégainer. Tony, l'homme de main au cou de taureau, réussit à sortir son pistolet de son étui avant que les balles ne lui transpercent la poitrine, traversant sans distinction la laine italienne et le Kevlar. Il se retourna, tira 2 fois dans le vide, puis s'effondra contre une colonne vieille de 2000 ans, tandis qu'un autre garde faisait 3 pas vers un abri avant que ses jambes ne disparaissent sous lui dans un nuage rouge. Il rampait pendant un moment, laissant une traînée sombre sur la pierre ancienne, puis il s'arrêta de bouger. Les hommes de Vesper ne couraient pas. Ils étaient déjà en position, leurs armes apparaissant des poches de leurs vestes et de leurs ceintures avec une efficacité rodée. Carmine lui-même avait disparu derrière une partie du mur, son corps squelettique étonnamment agile pour un homme de 60 ans. Son lieutenant criait des coordonnées dans une radio, dirigeant les tirs depuis les collines. Ce n'était pas un sommet pour la paix. Cela n'avait jamais été un sommet pour la paix. Massimo se tenait figé au centre de la zone de tir. Son costume coûteux était éclaboussé du sang de Costa. Son visage était un masque d'incompréhension. Les balles ricochaient sur le marbre autour de lui, ébréchant les visages d'empereurs sculptés dans les frises anciennes. L'un de ses gardes restants l'attrapa par le bras, essayant de le traîner vers l'arche effondrée, mais la tête de l'homme se renversa en arrière avant qu'il n'ait fait 2 pas. Il tomba comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, et Massimo trébucha sur le corps. L'aube de Rome, le roi des 7 collines, l'homme qui avait bâti un empire sur une violence calculée et une cruauté stratégique, commença à hyperventiler. Ses mains tremblaient, ses genoux fléchissaient. Il regardait frénétiquement autour de lui, cherchant quelqu'un pour régler la situation, rétablir l'ordre, donner un sens à l'absurde. Mais ces hommes mouraient. 3, puis 4. Le 5e ripostait en tirant vers la crête est.
Son pistolet était ridiculement insuffisant face à la portée et à la puissance de feu déployée contre eux. Une rafale de tir automatique mit fin à sa résistance et il s'effondra sur la table de rafraîchissement que Sofia avait soigneusement préparée 20 minutes plus tôt. Pendant tout ce temps, Sofia n'avait pas bougé. Elle se tenait debout à côté de la colonne de marbre qu'elle avait choisie, tandis que les balles sifflaient autour d'elle, son tablier blanc contrastant avec les ombres, son expression inchangée, tandis que Massimo haletait et que son empire s'effondrait autour de lui. La femme de chambre observait le champ de bataille avec le détachement de quelqu'un qui lit un livre familier. Ses yeux suivaient les flashs des canons, calculaient les trajectoires, identifiaient l'arme collective sur la crête nord à son bruit plus grave et à sa cadence de tir plus lente. Le sixième garde, le dernier debout, fit une course désespérée vers les 3 passages de sortie. Il faillit y parvenir. Les balles l'atteignirent dans l'embrasure de la porte, le faisant tournoyer dans une pirouette grotesque avant de le jeter face contre terre dans la poussière. Le silence revint, rompu seulement par la respiration saccadée de Massimo et les cliquetis métalliques des soldats de Vesper qui rechargeaient leurs armes. La fumée flottait au-dessus des ruines, se mélangeant à la poussière soulevée par des centaines de balles. L'odeur de la cordite dominait celle de la sauge et du romarin. Massimo s'était agenouillé derrière un muret qui n'aurait pas arrêté un éternuement, encore moins une balle de fusil. Ses mains appuyées contre la pierre, les doigts écartés, la poitrine haletante, son regard était vague, ne voyant rien, noyé dans le choc de la trahison et de la mort imminente. Carmine Vesperi sortit de sa cachette, un pistolet à la main. Son sourire squelettique était désormais sincère, teinté de la satisfaction d'un plan parfaitement exécuté. Il fit un signe de tête à son lieutenant, qui porta une radio à ses lèvres. « Finis-le » dit Carmine. Les coupes de feu reprirent, mais de manière plus concentrée. Ils marchaient vers la couverture insuffisante de Massimo, avec une précision méthodique. Sofia posa son plateau en argent avec une précision minutieuse. Elle retira ses ganses de coton blanc et les plia soigneusement à côté des tasses à espresso. Puis elle se mit en mouvement. Sofia traversa la zone de tir en 4 enjambées, sa robe noire flottante au vent tandis que les balles ricochaient sur la pierre à quelques centimètres de son chemin. Elle percuta Massimo comme un joueur de football américain, son épaule s'enfonçant dans ses côtes avec suffisamment de force pour lui couper le souffle. Ils roulèrent ensemble derrière l'imposante colonne de marbre près de laquelle elle s'était placée, le seul abri de la cour, suffisamment épais pour arrêter les tirs de fusil de gros calibre. Massimo haletait, le dos appuyé contre la pierre ancienne qui était soudainement chaude à cause du soleil et des impacts de balles récents. Ses yeux étaient hagards, ses pupilles dilatées par le choc. Il fixait Sofia comme si elle venait de surgir de nulle part, incapable de faire le lien entre la servante qui lui avait servi du vin et la femme qui venait de lui sauver la vie. « Quoi? Qui êtes-vous? » balbutia-t-il, puis il tressaillit lorsqu'une rafale de coupe de feu frappa le côté opposé de leur abri, faisant pleuvoir des éclats de marbre sur eux. « Restez baissés, » dit Sofia. Sa voix était calme, clinique, dépourvue de toute la déférence qu'elle avait affichée pendant ses 3 années de service. Elle était déjà en mouvement, basse et rapide, ignorant les protestations bredouillantes de Massimo. « Revenez ici, cachez-vous, espèce d'idiote. Vous allez... » Mais elle était déjà partie. Elle rampait sur ses coudes vers le corps de Costa. Le chef de la sécurité gisait à 5 mètres de là, dans une mare de sang qui s'étalait. Un bras était tendu, comme s'il cherchait à attraper quelque chose. Sofia l'atteignit en quelques secondes, son tablier blanc traînant dans le rouge, l'absorbant comme une aquarelle grotesque. Elle appuya 2 doigts contre le cou de Costa, un geste préventif. Pas de pouls. Elle savait qu'il n'y en aurait pas. Elle avait vu l'emplacement de la balle, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Ses mains se posèrent sur sa veste, fouillant efficacement ses poches sans rien trouver d'utile. Son arme de poing était toujours dans son étui, un 9 mm qui serait inutile contre des cibles à 200 mètres. Mais dans ses bras morts, toujours serrés contre sa poitrine dans une dernière étreinte protectrice, se trouvait le fusil, un Remington 700 personnalisé chambré en 308, avec une lunette Schmidt & Bender qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Costa l'avait emporté à la réunion comme un symbole, une preuve de la puissance de feu qui soutenait les négociations de Massimo. Il ne l'avait jamais utilisé dans un accès de colère,
et ne l'avait probablement jamais réglé lui-même. C'était un bijou, pas une arme. Pour Sofia, c'était son salut. Elle l'arracha des mains de Costa d'un geste rapide et assuré. Derrière elle, Massimo avait retrouvé la voix et lui criait par-dessus les coups de feu intermittents. « Sofia, reviens ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas. Ce n'est pas... Tu ne sais pas comment. » Elle l'ignora. Ses mains se déplacèrent sur le fusil avec la précision automatique de la mémoire musculaire, vérifiant la chambre en 3 temps. Culasse en arrière, balle visible, culasse en avant. Le chargeur était plein. 5 cartouches de munitions de compétition que Costa avait probablement chargées lui-même pour justifier la dépense. La lunette était réglée sur 100 mètres, ce qui était complètement inadapté aux cibles situées sur la crête. Une balle siffla près de sa tête, suffisamment près pour qu'elle en ressente la vague de pression. Les tireurs de Vesper avaient repéré son mouvement. Elle n'avait que quelques secondes avant qu'ils n'ajustent leur visée. Sofia se jeta à plat ventre derrière une partie basse du mur effondré, le fusil se plaçant contre son épaule aussi naturellement que si elle respirait. Son tablier blanc s'étala derrière elle dans la poussière. Un drapeau de reddition qui signifiait tout le contraire. La dentelle s'accrocha à la pierre rugueuse et se déchira, mais elle ne le remarqua pas. Sa joue trouva la crosse, son œil trouva la lunette, et le monde se réduisit à un cercle de distance agrandi. À travers le verre, elle pouvait les voir. 3 tireurs sur la crête nord, positionnés derrière des broussailles et des affleurements calcaires. Celui de gauche tirait avec une arme semi-automatique, probablement un fusil de type AR. Au centre se trouvait l'arme collective qu'elle avait identifiée plus tôt, une mitrailleuse légère équipée d'un bipied. À droite, il y avait un autre fusil. Le tireur était à peine visible à travers la végétation. Sa respiration ralentit. Son rythme cardiaque baissa. Le chaos, les cris et les agonies s'estompèrent en bruit de fond, tandis que son corps se souvenait de ce que son esprit avait passé 3 ans à essayer d'oublier. Derrière elle, Massimo avait cessé de crier. Il fixait sa femme de chambre, la façon dont elle s'était fondue dans la position de tir, l'immobilité absolue de son corps, à l'exception des ajustements microscopiques de son doigt sur la gâchette. Sofia expira à moitié et appuya sur la détente. Le fusil tonna, le recul lui renvoyant dans l'épaule une violence familière. À 230 mètres de là, le tireur de gauche cessa de tirer. Avant de continuer, mon père violent m'a dit que je n'atteindrais pas les 4000 abonnés. Il m'a aussi dit que je perdais mon temps à mettre des vidéos en ligne. J'ai besoin que vous lui prouviez qu'il a tort. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Continuons. La première cible tomba sans cérémonie, déroula en arrière dans les broussailles, s'effondrant comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Sofia actionnait déjà la culasse, la douille en laiton s'éjectant en un arc paresseux qui capta la lumière du soleil avant de rebondir sur la pierre. Elle ne la regarda pas tomber. Son regard ne quitta pas la lunette. Le vent avait tourné. Elle le sentait sur son cou exposé, venant maintenant de l'ouest à environ 3 mètres par heure. Pas assez pour avoir de l'importance à 100 mètres, mais à cette distance, cela dévierait la balle de 4 centimètres vers la droite. Elle ajusta son tir. Une petite correction du canon, en lisant le paysage comme Massimo lisait les bilans financiers. La chaleur qui se dégageait des pierres créait une distorsion verticale. L'angle du soleil signifiait qu'elle tirait légèrement en montée dans l'ombre, ce qui rendait l'estimation de la distance difficile. Mais Sofia avait appris à calculer la balistique avant même d'apprendre à calculer ses courses. Son esprit traitait des variables que la plupart des gens ne pouvaient même pas nommer, compensant la chute de la balle et la pression atmosphérique avec l'efficacité inconsciente de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. L'équipe de mitrailleurs se disputait. Elle pouvait voir le mitrailleur gesticuler à l'endroit où se trouvait son coéquipier, pointant du doigt la cour éloignée. Essayant de localiser la menace, ils ne comprenaient pas encore. Aucun d'entre eux ne comprenait. On leur avait dit que les cibles seraient sans défense, prises au piège dans une zone de tir sans aucun endroit où s'enfuir. Personne n'avait mentionné la possibilité d'une riposte. Personne n'avait prévu qu'elle serait incompétente. Sofia ajusta la nouvelle dérive, devança la cible d'une demi-largeur de corps pour tenir compte de son mouvement, et tira. La tête du mitrailleur bascula en arrière et la mitrailleuse se tut. Son partenaire plongea pour se mettre à couvert, se précipitant derrière l'affleurement calcaire dans une panique qui le rendit visible pendant 3 secondes entières. 3 secondes
C'était une éternité. Le troisième tir de Sofia l'atteignit à l'épaule alors qu'il roulait derrière le rocher, le faisant tourner sur le côté. Ce n'était pas un tir mortel, mais cela le retira du combat. Elle actionna à nouveau la culasse, le laiton chantant contre le marbre, et se déplaça vers la crête est. 2 tireurs s'y trouvaient, tous deux équipés de fusils de type AR, tous deux réalisant trop tard que leur couverture avait été compromise. Ils quittaient leur position, essayant de se replacer, se déplaçant à travers les broussailles avec le désespoir saccadé d'hommes qui venaient de découvrir qu'ils étaient les proies et non les chasseurs. Celui de gauche fit 6 pas avant que la 4e balle de Sofia ne l'atteigne. Celui de droite avait un meilleur instinct. Il se jeta immédiatement à plat ventre, essayant de ne présenter aucune cible. Mais Sofia avait déjà repéré sa position, et la patience était une qualité qu'elle avait appris à cultiver pendant 3 ans passés à servir du café et à essuyer des insultes. Elle attendit 10 secondes, puis 20. Derrière elle, elle pouvait entendre la respiration saccadée de Massimo, sentir son regard intense posé sur elle, presque comme s'il était en proie à un élan religieux. Les soldats Vesper dans la cour avaient cessé leur avancée, déconcertés par le silence soudain de leur position de surveillance. Sur la crête, le tireur couché déplaça son poids d'1 millimètre, juste assez pour vérifier si la menace était passée. Sofia vit le mouvement, une perturbation dans le motif des buissons, une ombre qui ne correspondait pas au terrain. Elle ajusta sa visée de 2 degrés vers la gauche et tira sa 5e et dernière balle. Les buissons cessèrent de bouger. Elle roula sur le côté pour éjecter le chargeur vide et attrapa le gilet tactique de Costa. Il avait 2 chargeurs de rechange, tous deux chargés avec les mêmes munitions de qualité militaire. Ses doigts trouvèrent le premier, l'insérèrent d'un geste habile et sans mouvement inutile, et elle était de retour en position avant même que le douille ne finisse de rebondir contre la pierre. La crête sud comptait encore des tireurs, mais ceux-ci étaient en train de reconsidérer leur choix de vie. Sofia pouvait les voir à travers la lunette. 3 hommes étaient regroupés derrière un affleurement rocheux, discutant vivement en s'accompagnant de gestes violents. L'un voulait avancer, l'autre voulait battre en retraite. Le 3e était à la radio, demandant probablement à Carmine ce qui se passait. Sofia répondit à la question par une balle qui ricocha sur la roche à 6 cm de la tête de l'opérateur radio. La discussion prit fin. Ils battirent en retraite, dévalant la pente opposée avec la précipitation indigne d'hommes qui avaient compris que les chances avaient changé. Dans la cour, Carmine Vesper était sorti de sa cachette, le visage squelettique déformé par une émotion oscillant entre la rage et l'incrédulité. Il hurlait après son lieutenant, après ses soldats restants, après les collines qui s'étaient soudainement tues. Sa grande embuscade s'était transformée en massacre, mais pas celui qu'il avait prévu. Marimo n'avait pas bougé. Il était assis, le dos contre la colonne, sa combinaison Thousand Duro détruite, la main encore tremblante, les yeux rivés sur Sofia. Elle pouvait sentir son regard même sans le regarder, pouvait sentir le recalcul fondamental qui se produisait derrière ses yeux. Son chef de la sécurité n'avait jamais tiré à plus de 100 mètres. Costa était compétent, professionnel, respecté. La femme de chambre, allongée dans la poussière, son tablier imbibé de sang, venait de nettoyer toute une crête en moins de 2 minutes. « Restez à terre, Don Duca. » Les mots sortirent d'une voix tranchante et sèche, empreinte d'une autorité que Massimo n'avait plus entendue depuis la mort de son père. Il ouvrit la bouche pour protester, pour rappeler à cette femme sa place, pour réaffirmer l'ordre naturel des choses. Mais Sofia l'avait déjà écarté, son attention concentrée sur le problème tactique qui se déroulait autour d'eux. Elle avait nettoyé les crêtes, mais la cour elle-même était toujours un terrain disputé. Les hommes de Carmine s'étaient mis à couvert parmi les ruines, au moins 8 d'entre eux étaient encore aptes au combat, et ils commençaient à se coordonner. Le lieutenant équipé de la radio dirigeait les mouvements, utilisant des signaux manuels pour positionner ses soldats en vue d'une dernière offensive. Ils étaient nombreux et ils avaient l'effet de surprise. Ce qu'ils n'avaient plus, c'était de la couverture, et cela les rendait nerveux. Les hommes nerveux commettent des erreurs, mais ils prennent aussi des décisions désespérées. Sofia balaya le champ de bataille à travers sa lunette, analysant la situation tactique comme elle analysait autrefois les menus du dîner pour les invités de Massimo. Les soldats de Vesper se regroupaient près de la sortie ouest, se préparant soit à attaquer, soit à battre en retraite. Dans les 2 cas,
ils se retrouveraient dans sa ligne de tir et ils le savaient, ce qui signifiait qu'ils attendaient quelque chose. Elle trouva la réponse dans l'approche sud. Le bruit lui parvint en premier, un cliquetis mécanique distinct des tirs de fusil, plus grave et plus soutenu. Puis elle vit le mouvement, un véhicule roulant péniblement sur la piste de terre qui menait aux ruines. Une vieille camionnette, rouillée et anonyme, avec quelque chose monté à l'arrière qui lui donna des nausées. Une mitrailleuse PKM alimentée par bande, probablement chargée de 200 cartouches de 7,62. Le genre d'arme qui transformait les abris en cachettes et les cachettes en souvenirs. Elle était conduite par deux hommes. Le mitrailleur pointait déjà le canon vers la cour, tandis que son assistant alimentait la bande. Le fusil de Sophia était précis, à un coup, parfait pour les crêtes, face à une mitrailleuse montée sur un camion avec une telle puissance de feu soutenue. C'était un scalpel face à une tronçonneuse. « Mera », murmura-t-elle, le premier juron italien qu'elle s'était permis en 3 ans. Derrière elle, Massimo avait retrouvé suffisamment de sang-froid pour suivre son regard. Quand il vit le camion, il pâlit. « Nous devons courir maintenant, tant qu'ils sont à terre. » La voix de Sophia avait le ton définitif habituellement réservé aux derniers sacrements. Ils ont des chambres de tir qui se chevauchent à chaque sortie. Si vous courez, vous mourrez. C'est simple comme bonjour. Et ensuite? Mais elle était déjà en train de courir, passer rapide, se précipitant vers la table de rafraîchissement où le garde-mort s'était effondré. La table elle-même était renversée. Des bouteilles coûteuses étaient éparpillées sur le marbre. La plupart étaient brisées, mais une avait survécu. Une bouteille de Macallan 25. Le whisky que Massimo servait aux dignitaires en visite parce qu'il coûtait 800 € et avait le goût de la contrebande liquide. Sophia s'en empara, ainsi qu'une serviette en soie qui était restée intacte malgré le carnage. Le camion se rapprochait, à peut-être 60 mètres maintenant, le canon de la mitrailleuse balayant les ruines comme un prédateur choisissant sa proie. Elle n'avait que quelques secondes, ses mains bougeaient avec une efficacité acquise par l'habitude. Elle déchira la serviette en lambeaux. Elle déboucha la bouteille. Le whisky éclaboussa ses doigts. Elle enfonça un morceau de soie dans le goulot de la bouteille pour imbiber l'alcool. La physique était simple. Un récipient en verre, un liquide inflammable, une mèche en tissu, une source de chaleur. Le cocktail Molotov existait déjà plusieurs décennies avant la mafia. Une arme de révolution et de désespoir. Sophia avait fabriqué son premier à l'âge de 14 ans. Celui-ci était probablement le 50e. Le problème était l'allumage. Elle n'avait ni briquet ni allumette. Le corps de Costa était trop loin pour être fouillé à nouveau, et le camion était à 40 mètres, le mitrailleur pointant déjà son canon vers leur position. Elle pouvait voir son sourire, l'anticipation d'une puissance de feu écrasante sur le point de résoudre tous ses problèmes. C'est alors qu'elle aperçut le brasero renversé près de l'arche, celui qui avait chauffé la réunion. Cole brillait encore d'une lueur orange sous les cendres. Sophia n'hésita pas. Elle sprinta sur 10 mètres à découvert tandis que la mitrailleuse suivait ses mouvements, que Massimo criait quelque chose d'incohérent derrière elle et que les hommes de Carmen sortaient de leur couverture pour tirer à tout va. Les balles ricochaient sur la pierre. L'une d'elles effleura sa robe, suffisamment près pour qu'elle en sente la chaleur. Elle atteignit le brasero, enfonça la mèche des bouteilles de whisky dans les braises et regarda la soie s'enflammer dans un souffle satisfaisant de flammes bleues. Le camion était à 30 mètres lorsqu'elle se leva le bras en arrière et lança 800 bouteilles de scotch vintage de toutes ses forces. La bouteille traça un arc parfait dans le soleil de l'après-midi, laissant derrière elle une traînée de feu comme une comète. Elle se brisa contre le capot du camion dans une explosion de flammes oranges qui se propagèrent sur le pare-brise et dans la benne. L'assistant nourrisseur hurla en battant sa chemise en feu. Le mitrailleur tenta de faire passer l'arme à travers les flammes, mais la chaleur le repoussa et le camion fit une embardée vers la droite. Il heurta une partie du mur effondré à 25 km/h et s'arrêta net. Le canon de la mitrailleuse pointait inutilement vers le ciel. Sophia courait déjà se mettre à l'abri, son tablier déchiré flottant derrière elle, le visage figé dans une expression de concentration absolue. Elle plongea derrière la colonne alors que les tirs de riposte la poursuivaient, roula pour amortir l'impact et se releva avec le fusil de Costa déjà sur l'épaule. Massimo la fixait, la bouche ouverte, sans émettre le moindre son. Il a finalement réussi.
Tu me feras un espresso plus tard, dit Sophia en tirant sur le camion en feu. Nous n'avons pas encore fini. Le camion en feu a fourni exactement 90 secondes de distraction avant que les soldats de Vesper ne se souviennent qu'ils étaient 8 fois plus nombreux que leurs adversaires. Sophia a utilisé 47 de ces secondes pour disparaître dans les ruines, laissant Massimo appuyé contre la colonne de marbre, la bouche encore ouverte, sans savoir où était passée sa servante. Elle se déplaçait dans l'architecture antique comme de la fumée, sa robe noire absorbant les ombres projetées par les murs en ruine et les arcades effondrées. Le tablier blanc, qui avait autrefois été son insigne de servitude, était maintenant brun de saleté et rouge de rouille et du sang d'autres personnes, ce qui la rendait paradoxalement moins visible sur la pierre blanchie par le soleil. Elle avait arraché la bordure en dentelle qui s'était accrochée aux décombres, transformant le vêtement de décoration en camouflage, et elle avait laissé le fusil derrière elle, à courte distance, dans des espaces confinés où les tirs se mesuraient en mètres plutôt qu'en centaines. Le Remington était un handicap. À la place, elle avait pris l'arme de poing de Tony sur son cadavre en passant, un Beretta 92 avec 15 balles dans le chargeur et une dans la chambre. Ce n'était pas son premier choix, mais les mendiants et les charognards du champ de bataille ne pouvaient pas se permettre d'avoir des préférences. Les ruines formaient un labyrinthe de demi-murs et de colonnes renversées. La destruction accumulée au fil des siècles avait créé un puzzle en 3 dimensions qui favorisait le défenseur, ou dans ce cas, le chasseur. Sophia avait passé les 5 premières minutes de l'embuscade à faire plus que simplement survivre. Elle avait cartographié le terrain, répertorié les points d'étranglement et les lignes de vue avec la même attention aux détails qu'elle avait autrefois utilisés pour mémoriser les préférences culinaires de Massimo. Elle savait où les soldats de Vesper se positionneraient. Elle connaissait leurs chambres de tir et leurs angles morts. Elle savait quelle section du mur arrêterait les balles et lesquelles n'étaient que d'anciennes façades romaines surplombant un espace vide. Le nid de mitrailleuse du camion avait été abandonné après l'incendie, mais 2 des hommes de Carmine l'avaient revendiqué comme position de repli. Ils avaient traîné le PKM loin des flammes et l'avaient installé derrière une section de mur qui offrait une excellente couverture de l'approche et de la cour. Un positionnement intelligent, professionnel. Ils avaient oublié de surveiller leurs arrières. Sophia s'approcha par le sud, utilisant un aqueduc effondré pour se cacher. Ses pas étaient silencieux sur la pierre qui avait absorbé le bruit pendant 2 millénaires. Elle pouvait les entendre parler, leur voix portant dans le calme de l'après-midi entre les rafales de tir. L'assistant se plaignait de ses mains brûlées, la voix aiguë et nerveuse. Le mitrailleur lui disait de se taire, de se concentrer, de surveiller les mouvements de la colonne où ils avaient vu leur dernière cible. Aucun d'eux ne surveillait l'espace sombre dans le mur, 6 mètres derrière leur position. Sophia émergea des ruines comme elle avait l'habitude de sortir de la cuisine, silencieusement, efficacement, sachant déjà exactement ce qu'il fallait faire et dans quel ordre. L'assistant alimentateur la vit le premier, ses mains brûlées, cherchant à tâtons le pistolet à sa ceinture. Elle lui tira 2 balles dans la poitrine avant qu'il n'ait pu dégainer son arme. Le bruit de la Beretta résonna dans l'espace clos, plat et professionnel. Le tireur se retourna plus vite que son partenaire, son arme déjà levée. Il était doué, ancien militaire à en juger par la rapidité avec laquelle il avait dégainé, et probablement membre des forces spéciales de l'armée avant que Carman ne le recrute. Dans d'autres circonstances, il aurait peut-être été assez rapide. Mais Sophia faisait cela depuis avant même qu'il ait terminé sa formation de base. Elle esquiva son premier tir, réduisit la distance avant qu'il ne puisse tirer à nouveau, et plaça 3 balles au centre de la cible, dans un groupement serré que n'importe quel instructeur aurait loué. Il tomba en travers de la mitrailleuse, son sang se mélangeant à celui de son partenaire sur la pierre ancienne. Sophia ne s'arrêta pas pour confirmer les morts. Les hommes morts n'avaient pas besoin de confirmation. Il suffisait de les enjamber. Elle traversa le nid avec l'efficacité impitoyable de quelqu'un qui nettoie une pièce, vérifiant l'arme, retirant la ceinture de munitions du chargeur, rendant le PKM inutilisable. L'ensemble du processus prit 8 secondes. Puis elle se remit en mouvement, passant d'ombre en ombre, respirant régulièrement, le cœur à peine accéléré. C'était une mathématique qu'elle comprenait mieux que n'importe quel registre tenu par Massimo. Des angles et du timing. La violence réduite à sa géométrie essentielle.
2 autres soldats de Carmen tenaient une position près de la sortie ouest, utilisant un sarcophage en pierre renversé comme couverture. Ils surveillaient la cour, attendant que Massimo tente de s'échapper. Ils ne virent jamais Sofia s'approcher par leur flanc. Ils n'entendirent jamais ses pas. Ils ne se rendirent compte du danger que lorsqu'elle ouvrit le feu. 4 balles, 2 cibles, toutes 2 à terre. Elle récupéra un nouveau chargeur sur l'un des corps, effectua un rechargement tactique sans s'arrêter et continua son tour des ruines. Le tablier blanc flottait derrière elle comme une bannière, non plus symbole de soumission, mais liste des dettes recouvrées. Quelque part dans la cour, Carmen hurlait des ordres que personne ne pouvait suivre, car les hommes à qui il les donnait étaient déjà morts. Quelque part derrière une colonne de marbre, Massima commençait à comprendre que la femme qui lui avait servi son café pendant 3 ans avait réorganisé le mobilier. Elle ne faisait plus que déplacer différents meubles. Carmen Vesperi avait bâti sa réputation sur 2 principes, une force écrasante et une patience stratégique. Lorsque le premier échouait, il se rabattrait sur le second, ce qui signifiait envoyer le spécialiste qu'il avait gardé en réserve précisément pour ce genre de complications. Le boucher de Polmo n'avait plus de vrai nom, juste un titre gagné au cours de 15 années de travail sanglant sur 3 continents. C'était un cauchemar aux larges épaules vêtu d'une veste en toile. Ses mains étaient marquées par une décennie de meurtres à bout portant, son visage n'était mémorable que par sa banalité totale. Il attendait dans le convoi de camions, comme une assurance, la solution coûteuse à des problèmes coûteux. Carmen désigna la colonne de marbre où Massimo se cachait. Le boucher acquiesça d'un signe de tête et commença à s'approcher, se déplaçant à travers les ruines, avec la méthode patiente de quelqu'un qui n'avait jamais échoué à conclure un contrat. Sofia le vit arriver depuis sa position près du mur ouest. Elle venait de dégager le dernier des soldats de Carmen du périmètre et rechargeait le Beretta lorsqu'un mouvement attira son attention. Un homme s'avançait vers la position de Massimo avec le calme déterminé qui distingue les professionnels des amateurs. Elle leva le pistolet et appuya sur la détente. Le percuteur cliqua sur une chambre vide. Elle s'était trompée dans son calcul, le chargeur qu'elle avait récupéré était partiellement vide et elle avait utilisé toutes les balles restantes pour nettoyer le nid. Le Beretta était vide et le boucher se trouvait à 20 mètres de Massimo, avec pour seule barrière entre eux des décombres et la lumière déclinante. Sofia lâcha le pistolet inutile et se mit à courir. Elle réduisit la distance en quelques secondes, ses pas finissant par faire du bruit, alors qu'elle abandonnait la discrétion au profit de la vitesse. Le boucher l'entendit arriver et se retourna, la main se posant sur le couteau à sa ceinture, avec le réflexe inconscient de quelqu'un qui avait tué plus de gens avec de l'acier que la plupart des hommes n'en avaient rencontré dans leur vie. Sofia le frappa à pleine vitesse, lui enfonçant son épaule dans le ventre, essayant d'utiliser son élan pour compenser son avantage de 36 kilos. Ils tombèrent ensemble dans un enchevêtrement de membres et roulèrent sur les pierres que les artisans romains avaient posées sans mortier il y a 2000 ans. Le boucher se remit le premier. Il était plus âgé, plus lourd, plus fort, et se battait pour sa vie depuis avant même que Sofia apprenne à lire. Il lui donna un coup de genou dans les côtes avec suffisamment de force pour lui briser les os. Elle haleta, l'air s'échappant de ses poumons, et ses mains se posèrent sur sa gorge. La pression fut immédiate et absolue, ses pouces appuyant sur sa trachée avec la précision de quelqu'un qui savait exactement quelle force exercer et pendant combien de temps. La vision de Sofia commença à se rétrécir, le rouge envahissant ses yeux. Elle griffa ses poignets, mais il avait déjà été étranglé, connaissait toutes les contre-attaques et ajusta sa prise pour compenser. 10 secondes, c'était le temps qu'il lui restait avant de perdre connaissance. 20 avant des lésions cérébrales irréversibles. 30 avant la mort. Ses mains se déplacèrent vers sa taille, ses doigts trouvant les cordons de son tablier qui avait miraculeusement survécu à la bataille. Le coton blanc était toujours noué en un nœud qu'elle avait fait, le matin même, dans une autre vie, quand sa plus grande préoccupation était de savoir si l'aube préférait son espresso avec 1 ou 2 sucres. Elle le défit avec ses doigts faibles, tira sur une extrémité et l'enroula autour du cou du boucher d'un seul mouvement désespéré. Sa prise se relâcha légèrement, non par choix, mais par réponse autonome, son cerveau ayant enregistré la nouvelle menace. Sofia prit une demi-inspiration et tira. Les cordons du tablier étaient de qualité industrielle,
conçue pour résister à des années de travail dans une cuisine professionnelle, traitée avec de l'amidon qui les rendait rigides comme du fil de fer. Elle les croisa derrière son cou et tira de toutes ses forces, utilisant le poids de son propre corps comme levier. Le boucher lâcha sa gorge pour attraper la ligature, ses doigts cherchant désespérément à s'agripper au coton qui écrasait désormais son artère corrompue. Il était plus fort, mais elle avait l'avantage de la position, le désespoir et 3 ans de violence refoulée qui réclamaient leur libération. Ils roulèrent à nouveau, enlacés dans une étreinte qui semblait presque intime vue de loin. Son coude la frappa à la tempe, lui faisant voir des étoiles. Son poing s'abattit sur son rein, 1 fois, 2 fois. Des coups professionnels destinés à la neutraliser. Mais Sophia avait appris à se battre dans des endroits où s'arrêter signifiait mourir, et elle avait passé 3 ans à se souvenir de chaque affront, de chaque geste dédaigneux, chaque fois qu'elle avait été traitée comme un objet. Elle serra plus fort. Les mouvements du boucher devinrent frénétiques, puis désordonnés, puis faibles. Son visage devint violet, puis gris, et ses mains balafrées, qui avaient tué sur 3 continents, griffèrent inutilement les cordons du tablier, sans trouver prise, sans trouver de salut, sans trouver de pitié. Sophia tint bon jusqu'à ce que ses efforts cessent. Puis elle tint bon encore 30 secondes, car les amateurs lâchent une prise trop tôt et les professionnels restent morts. Quand elle relâcha enfin la pression, le boucher de Palmo s'effondra face contre terre sur la pierre, qui avait vu des empereurs et des esclaves, et maintenant un corps de plus. Elle se tenait debout au-dessus de lui, vacillant, les côtes lui faisant mal et la gorge rugissante, les cordons blancs du tablier toujours serrés dans ses mains tremblantes. Massimo la fixait depuis sa position derrière la colonne, ne se recroquevillant plus, mais pas tout à fait prêt à se lever. Entre eux gisait le cadavre de l'homme qui n'avait jamais échoué à remplir un contrat avant de rencontrer la servante. Le silence qui suivit la mort du boucher était différent de celui qui avait précédé l'embuscade. Le premier silence était chargé de violence, lourd d'anticipation. Celui-ci était vide, creux, le genre de silence qui s'installe sur les champs de bataille après le dernier coup de feu, et tout le monde est occupé à compter les pertes. Carmen Vesper se tenait derrière sa partie du mur. Son corps squelettique était rigide, paralysé par la rage qui l'envahissait en voyant son plan parfait s'effondrer. Il avait amené 15 hommes pour en tuer un seul. À présent, 8 de ces hommes gisaient un cadavre éparpillé dans les ruines antiques, tué par une femme en uniforme de domestique qui venait d'étrangler son meilleur homme de main avec les cordons de son tablier. Les calculs avaient changé, et Carmen n'avait pas survécu 40 ans dans la Cosa Nostra en ignorant les calculs. Il fit signe à ses soldats restants d'un geste sec qui signifiait retraite, regroupement, réévaluation. Les 3 hommes, toujours aptes au combat, n'eurent pas besoin qu'on leur répète 2 fois. Ils avaient vu la femme de chambre se déplacer dans les ruines comme un personnage sorti des avertissements de leur grand-mère, et aucun d'entre eux n'était assez bien payé pour mourir pour une aube qui avait clairement mal calculé son coût. Ils se replièrent vers les véhicules, se déplaçant avec l'efficacité d'hommes qui connaissaient la différence entre une retraite et une déroute. Carmen fermait la marche, s'arrêtant au bord des ruines pour regarder Massimo, toujours appuyé contre sa colonne de marbre, de l'autre côté de la cour. Son expression promettait que ce n'était pas fini, que les dettes avaient été comptabilisées et seraient recouvrées. Puis il disparut, et les ruines appartinrent aux morts et aux survivants, bien que la frontière entre les 2 catégories semblait étrangement mince. Sophia se tenait debout au-dessus du corps du boucher, la poitrine haletante, la gorge marquée par les empreintes sombres de doigts qui se transformeraient en ecchymoses à la tombée de la nuit. Une traînée de sang au-dessus de son sourcil, dont elle ne se souvenait pas avoir reçu. Sa robe noire était déchirée à l'épaule, effilochée à l'ourlet et tachée de substances qui ne partiraient jamais, quelle que soit la quantité d'eau de Javel qu'elle utiliserait. Le tablier blanc était presque méconnaissable, transformé de coton amidonné en un drapeau brun et cramoisi d'usure. Elle leva les mains tremblantes et ajusta son couvre-chef. La petite coiffe blanche était restée en place pendant toute la bataille, mais elle était maintenant de travers, ayant été déformée pendant son combat avec le boucher. Elle la redressa avec le même soin qu'elle avait apporté chaque matin pendant 3 ans, ses doigts lissant automatiquement le tissu, même si du sang coulait de ses jointures. Ce geste était absurde, ridicule.
Une femme debout dans une maison en ruine, entourée des cadavres qu'elle avait créés, ajustant son uniforme comme si elle se préparait à servir le thé de l'après-midi. Mais ce geste familier l'aidait, donnait à ses mains quelque chose à faire, tandis que son esprit assimilait ce qui venait de se passer, ce qu'elle venait de révéler, ce qu'elle ne pourrait jamais retirer. Au loin, le bruit des moteurs s'intensifiait. Plusieurs véhicules roulaient à toute vitesse, le grondement caractéristique des SUV blindés que l'organisation de Massimo affectionnait. Ces renforts arrivaient enfin de Rome, avec 20 minutes de retard, ce qui n'avait plus d'importance. Ils avaient été retardés par un accident de la circulation opportun sur l'autoroute, un problème mécanique qui était apparu exactement au mauvais moment. Carmen avait tout planifié dans les moindres détails. Il avait simplement omis de tenir compte d'une variable qui n'apparaissait dans aucun de ses rapports de renseignement. Les SUV ont fait irruption dans les ruines dans un nuage de poussière, décourageant les soldats qui se déployaient, armes levées, à la recherche de menaces qui étaient soit mortes, soit parties. Ils ont traversé la cour avec une prudence professionnelle, inspectant les coins et vérifiant les corps. Leur discipline tactique était impressionnante et totalement inutile. L'officier supérieur, un capitaine nommé Nero, qui servait Massimo depuis 15 ans, a trouvé sa Dawn toujours pressée contre la colonne de marbre. Massimo lui fit signe de s'éloigner, sans quitter Sofia des yeux. Nero suivit le regard de son Dawn et s'interrompit au milieu d'une phrase, la bouche ouverte. La femme de chambre se tenait au centre de la zone de tir, dans une posture parfaite malgré ses blessures, les mains jointes devant son tablier, dans la même position qu'elle avait prise 1000 fois en attendant des instructions. Autour d'elle gisaient les preuves d'un carnage systématique, des corps disposés avec précision, des tirs mortels qui témoignaient d'un entraînement et d'une pratique intensive, un problème tactique résolu avec la même efficacité qu'elle avait autrefois utilisé pour organiser des dîners. Les hommes de Nero se dispersèrent, sécurisant le périmètre, photographiant les preuves, commençant le sombre calcul du nombre de morts et de la trajectoire des balles. Ils laissèrent un large espace autour de Sofia, contournant-la comme l'eau contourne un rocher. Aucun d'entre eux ne semblait disposé à s'approcher de la femme en uniforme taché de sang. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, se contentait de rester là, ajustant son casque et attendant. Car après 3 ans de service, attendre était le travail des servantes. Sauf que tout le monde dans les ruines savait qu'elle n'était plus une servante. Peut-être n'en avait-elle jamais été une. Massimo trouva enfin la force de se lever. Ses jambes tremblaient, son costume coûteux était détruit au point qu'aucun tort ne pouvait le réparer. Il marcha vers Sofia d'un pas chancelant. Nero s'apprêta à l'intercepter, puis se ravisa. L'aube de Rome s'arrêta à 1 mètre de sa domestique, la regardant avec une expression entre la terreur et la crainte religieuse. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. Sofia croisa son regard, le sien impassible et professionnel, et redressa une dernière fois sa coiffe. Quelqu'un qui a besoin de discuter de ses conditions d'emploi. Dans De Luca, le manoir semblait différent à leur retour. Les mêmes sols en marbre, les mêmes peintures de la Renaissance valant plus que de petits pays, où la même opulence qui annonçait la richesse dans chaque surface dorée et chaque lustre en cristal. Mais l'atmosphère avait changé, passant d'une hiérarchie confortable entre maître et serviteur à quelque chose d'indéfini et de dangereux. Massimo était assis dans son bureau, sirotant un verre de whisky que des mains tremblantes ne cessaient de lui remplir. Ses autres capitaines avaient été renvoyés, avec pour seule instruction vague de sécuriser le périmètre et de ne rien dire à personne. Nero s'attardait près de la porte, incertain de son rôle dans ce qui allait se passer. L'aube n'avait pas dit un mot pendant le trajet de retour depuis les ruines, avait à peine répondu aux questions inquiètes de ses hommes, s'était contenté de regarder par la fenêtre le paysage qui défilait avec l'expression de quelqu'un dont la réalité avait été fondamentalement réécrite. Sofia avait pris place dans le 2e véhicule, coincée entre 2 soldats qui ne savaient pas s'ils devaient la protéger ou lui demander un autographe. Elle avait passé le trajet en silence, les mains jointes sur ses genoux, son uniforme déchiré témoignant d'une violence qu'aucun d'entre eux ne pouvait vraiment comprendre. La femme qui leur avait servi le petit déjeuner ce matin-là avait tué plus d'hommes en 20 minutes que la plupart d'entre eux au cours de toute leur carrière. Elle se tenait maintenant dans le hall d'entrée du manoir, toujours vêtue de sa robe en lambeaux et de son tablier taché de sang, attendant. Les vieilles habitudes avaient la vie dure,
Même après tout ce qui s'était passé, surtout après tout ce qui s'était passé. Massimo sortit de son bureau au bout d'une heure, le whisky ayant apparemment restauré une partie de son sang-froid, sinon de sa confiance. Il s'avança vers Sofia avec la prudence de quelqu'un qui s'approche d'un animal dangereux. Son arrogance habituelle avait fait place à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la prudence. La chambre d'amis est au 3e étage, dit-il d'une voix quelque peu tremblante. Tu devrais te laver. Repose-toi. Nous discuterons, dit-il vaguement, incapable de trouver les mots pour exprimer ce dont il devait discuter. Demain, nous parlerons demain. Sofia ne bougea pas. Et après t'être reposée, continua Massimo, retrouvant ses marques dans un territoire familier, l'espace confortable où il donnait des ordres. Le bureau a besoin d'attention. Certains livres ont été dérangés quand nous sommes partis. L'argenterie de la salle à manger doit être polie pour... Le mot resta suspendu dans l'air comme un coup de feu. Massimo s'interrompit au milieu de sa phrase, son visage passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Qu'avez-vous dit? J'ai dit non, Massimo. Son nom sans le titre, plat et définitif. Mais je ne nettoierai pas votre bureau. Je ne polirai pas votre argenterie. J'en ai fini avec les ordres. Le silence s'éternisa. La main de Nero se dirigea vers son arme, puis s'arrêta lorsque Massimo leva la main. Le visage de l'aube était devenu très calme, comme lorsqu'il calculait les chances et les conséquences. « Tu travailles pour moi, dit-il prudemment. Tu travailles pour moi depuis 3 ans. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne change rien. Tout a changé aujourd'hui. » Sofia se mit à marcher, non pas pour s'éloigner, mais pour s'enfoncer plus profondément dans le manoir. Ses pas résonnaient sur les sols en marbre qu'elle avait lavés 100 fois, devant les meubles qu'elle avait dépoussiérés, à travers les pièces qu'elle avait nettoyées. Mais elle ne se déplaçait plus comme une femme de chambre. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui savait exactement où elle allait et ce qu'elle comptait faire une fois arrivée. La salle à manger était vaste, conçue pour accueillir des réunions de 40 personnes ou plus, dominée par une table en chêne ancien qui aurait appartenu à un prince Médicis. Massimo s'asseyait en bout de table lors des réunions importantes, une position de pouvoir qui annonçait son statut avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Sofia passa devant sa chaise sans s'arrêter et continua jusqu'à l'autre bout de la table. Elle tira la chaise qui lui faisait face, à 9 mètres de bois poli, une place réservée aux égaux ou aux invités d'honneur, et s'assit. Le tablier déchiré s'étalait sur le tissu coûteux. Des éclaboussures de sang maculaient le bois qui coûtait plus cher au centimètre carré que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Elle croisa les mains sur la table, dans une posture parfaite, et attendit. Massimo se tenait dans l'embrasure de la porte, figé, le visage masqué par des émotions contradictoires. Derrière lui, Nero était devenu très pâle, mais on ne savait pas si c'était par choc face à ce manque de respect ou par crainte de ce que cela impliquait. « Assieds-toi, Massimo, » dit Sofia. Ce n'était ni une demande, ni tout à fait un ordre, mais quelque chose entre les deux qui suggérait que les anciennes règles ne s'appliquaient plus et que de nouvelles étaient en train d'être écrites en temps réel. Il s'assit, non pas sur sa chaise, mais sur celle la plus proche d'elle, à l'autre bout de la table, comme quelqu'un qui avait compris que la géographie avait changé. « Je ne sers plus de café, » dit Sofia, sa voix portant clairement à travers toute la pièce. « Je pense que nous devons discuter de ma course, de mon nouveau titre et de ce qui arrivera aux personnes qui ont tenté de vous tuer aujourd'hui. » Elle sourit alors, un petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux, le genre de sourire que Massimo avait vu dans les miroirs, mais qui ne lui avait jamais été adressé. Considérez cela comme une évaluation de vos performances, Don Duca, ou parlons de mon avenir avec la famille. Dehors, le soleil se couchait sur Rome, peignant le ciel de la couleur du sang et de l'or. À l'intérieur du manoir, l'ancien ordre avait disparu dans des ruines antiques et quelque chose de nouveau était en train d'être négocié à une table où les serviteurs n'étaient pas censés s'asseoir. La machine à expresso dans la cuisine était silencieuse et froide. Elle le resterait. Merci d'avoir écouté si vous avez aimé cette histoire. Cliquez sur j'aime et s'abonner. À bientôt pour la prochaine histoire.